Faux! Au lieu d'être fondé sur œil pour œil, le code d'Ornemou est plutôt axé sur compensation financière pour œil ou pour dent. Il est donc assez libéral et avant-gardiste pour un code vieux d'environ 4000 ans. Par exemple, si un homme utilise la force et dépucelle l'esclave vierge d'un autre homme, alors il devra lui payer 5 shekels d'argent. Un autre exemple? OK. Si un homme commet un enlèvement, alors il sera emprisonné pour ensuite devoir payer 15 shekels d'argent. Donc, mieux vaut violer un esclave que de l'enlever. On sait aussi qu'au moins un autre code plus ancien était également libéral, le code d'Uruk-Agina, Uruk étant une autre ville mésopotamienne. Selon le code d'Uruk-Agina, les veuves et les orphelins ne payaient pas de taxes et certaines lois venaient même limiter le pouvoir des prêtres et des riches propriétaires. Par exemple, un riche ne pouvait pas forcer un pauvre à lui vendre un de ses biens et certaines lois venaient même interdire la collusion entre les prêtres et les juges, deux positions d'autorité à l'époque. Deuxième round, environ 300 ans après Ornemou, il y a un autre roi mésopotamien qui, lui, va vraiment introduire la loi du talion dans son code de loi, un code qui est d'ailleurs probablement le plus connu des anciens codes, et j'ai nommé le code d'Hammurabi. Hammurabi qui était donc roi de Babylone, une ville plus au nord, à peu près 1750 ans avant notre ère. C'est pour diffuser ses lois et uniformiser son royaume qu'Hammurabi a fait planter un peu partout des stèles d'à peu près 2,25 m de haut sur lesquelles étaient inscrites ses lois. Vous pouvez d'ailleurs voir en haut de la stèle Hammurabi debout devant le dieu Shamash, qui était le dieu mésopotamien de la justice. Ça ajoute vraiment de la crédibilité au projet. Encore une fois, c'est bon de nuancer et de préciser que le code d'Hammurabi était un petit peu libéral à sa façon, dans le sens où on y retrouve parmi les premières traces de la présomption d'innocence, la présomption d'innocence qui faisait en sorte que l'accusateur et l'accusé avaient tous les deux le droit de présenter des preuves et où c'est l'accusateur qui devait démontrer la culpabilité de l'accusé. Alors vous êtes prêts pour la deuxième affirmation? Selon le code d'Hammurabi, les femmes qui étaient accusées de sorcellerie ou d'infidélité devaient passer le jugement du fleuve. C'est assez simple, on vous jette dans le fleuve. Si vous nagez, alors vous êtes innocente, mais si vous coulez, alors vous êtes clairement coupable. Est-ce que c'est vrai ou faux?